Allez, avec nous pour parler de ce dossier en direct, Catherine Rambert, journaliste, bonjour. Merci d'être avec nous. Maître Delphine Meillet, bonjour. Avocate, merci d'être là. Et Maître Nicolas Robot, avocat également. Merci d'être avec nous. Maître, je commence avec vous d'ailleurs. Ce qui s'est passé vendredi, est-ce que c'est une surprise d'ailleurs, le fait de voir que Laura et David n'ont pas le droit d'écouter l'album, mais en revanche que tout soit gelé, est-ce que c'est une surprise cette décision? C'est toujours une surprise dans le sens où il y a toujours un aléa dans les décisions judiciaires, donc on n'était pas sûr que ça allait arriver. Il y avait beaucoup de charges sur les épaules des magistrats. Sur le droit de regard sur l'album, c'était une demande un peu hybride puisqu'ils ne voulaient pas interdire l'album, ils voulaient l'écouter. Donc au final, on leur a dit pour le moment, il n'y a pas de dommage imminent si vous ne l'écoutez pas. Quand l'album sortira, que vous en prendrez connaissance comme plusieurs millions de Français, vous direz si oui ou non l'interprétation de votre père a été dénaturée. Pour le moment, ce n'est pas le cas, il n'y a pas péril en la demeure, donc au stade des référés, on ne vous donne pas le droit d'écoute. Sur le gel des actifs, en revanche, c'est un gros point de gagné parce qu'il y a non seulement les biens immobiliers en France, on ne touche pas aux biens immobiliers aux États-Unis, et puis il y a ces fameux droits artistiques qui reviennent en provenance des sociétés de gestion collective qui sont pour l'instant bloqués chez elles. Maître Delphine Meillet, est-ce qu'on peut dire que Laura et David ont gagné vendredi la première manche? Clairement, prononcez-vous, oui ou non? Ils ont gagné partiellement. En fait, le juge... Ils ont plus gagné que Laetitia. Ce qui se passe, c'est que le juge s'est estimé compétent, pour commencer, concernant les biens français. Il a estimé qu'il y avait un réel dommage imminent à ce que les droits successoraux potentiels, si tant est qu'ils existent, de David et Laura, soient supprimés ou soient dissolus dans le trust que Johnny Hallyday a créé pour y placer tous ses biens. Donc de ce fait-là, le juge a estimé qu'il fallait prendre des mesures conservatoires. Alors on n'est pas dans le fond, on est juste on prend des mesures conservatoires qui maintiennent la situation telle qu'elle est, afin que les choses n'évoluent pas. Oui, mais moi j'ai le sentiment, vu de l'extérieur, j'ai le sentiment quand même que David et Laura, Catherine Rambert, ont gagné quand même la première étape. Alors moi, j'ai la même lecture que vous. Je pense qu'ils ont clairement gagné, d'autant qu'il y a une petite surprise, c'est que le juge est allé un petit peu au-delà de ses prérogatives, en reconnaissant qu'il y avait quand même un faisceau d'éléments qui tendaient à prouver que Johnny était en fait résident français et que donc peut-être le testament pouvait se prévaloir de la loi française. Là, c'est une vraie surprise. On ne pensait pas qu'il irait jusque-là. Et là, c'est un élément en plus qui plaît dans leur faveur. Pour le reste, ils perdent le droit de regard sur l'album, bon, ok. Le droit moral... Ce qui est assez étonnant, parce que Laetitia avait dit, dans l'interview au Point, elle avait dit, moi je suis prête à leur faire écouter. Donc c'est assez étonnant que le juge dise non. En tout cas, il leur enlève le fait d'avoir un droit moral. En revanche, ce qui est important, c'est que le juge reconnaît aussi que le droit moral artistique de l'artiste-interprète doit être aussi dévolu aux enfants. C'est intéressant, ça aussi, et non pas à la seule épouse. Alors, ça aussi, je pense que c'est très important, notamment pour David, qui met un point d'honneur avec raison, puisqu'il est artiste et fils de l'artiste lui-même. Alors justement, on va avancer, parce que vous le voyez sur le bandeau qui est juste en bas de l'écran, il y a écrit « Hallyday, rebondissement de dernière minute ce matin ». Et quel est ce rebondissement? Eh bien, c'est l'un des avocats de Laura qui était ce matin sur RTL. Et pour la première fois, il a tendu clairement, officiellement et ouvertement la main à Laetitia. Il lui propose un accord, il lui propose un deal. Écoutez. Mais nous n'avons jamais demandé autre chose que cela, monsieur Calvi. Je dis simplement à madame Hallyday que je ne sais pas qui a pu la conseiller, mais je dis très simplement qu'elle n'a pas le droit et la loi pour elle, comme il a pu être dit. Qu'au bout de la route de ce terrain judiciaire, il y a l'application de la loi française et de la réserve héréditaire. Alors je dis... Vous lui tendez la main dans le cadre de la loi française? Oui, je dis, affrontons le principe de réalité, déployons l'intelligence du cœur, arrivons à trouver un accord sur 2 points essentiels. 1, l'avenir immense de Johnny Hallyday, du devenir de l'œuvre, avec Jade et Joy, je le redis. Et deuxièmement, entamons un partage en pleine propriété des biens. Et je forme un vœu, monsieur Calvi. Je forme un vœu. Johnny Hallyday aurait eu 75 ans le 15 juin prochain. Eh bien, je forme le vœu que pour le 15 juin prochain, nous ayons réussi à trouver, dans le respect des droits de chacun, un point d'équilibre et que nous ayons pu régler la succession de Johnny Hallyday. Maître Nicolas Robot, c'est la première fois qu'il tend une main aussi clairement, aussi ouvertement, j'ai envie de dire à Laetitia, c'est parce qu'il est en position de force? C'est parce qu'il est en position de force, c'est parce qu'on est encore de toute façon dans cette guerre de communication, on n'est pas sur
un envoi d'une lettre officielle à la partie adverse avec exactement les... Ça a peut-être été fait, on n'en sait rien. Ça peut être entre avocats, c'est secret entre avocats. Donc, Ça dépend. Si c'est une lettre officielle, il pouvait en faire état. D'accord. S'il a mis la mention officielle sur la lettre, il peut en faire état même en tant qu'avocat, justement pour dire officiellement, voilà, la décision a été rendue, on tend la main. Et c'est vrai que le nerf de la guerre, c'est le devenir artistique de Johnny Hallyday, de son œuvre. Et c'est là que tout va se jouer. Catherine Rambert, en même temps, il met presque un ultimatum, j'ai envie de dire. Il dit avant le 15 juin. Ça veut dire donc maintenant, soit vous voulez un deal tout de suite, soit c'est la guerre nucléaire. Je ne sais pas si c'est un ultimatum. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne parle que des actifs, l'avocat de Laura. David Hallyday, lui, est plus sur le droit moral. Donc il va y avoir quand même 2 combats là-dedans. S'ils entrent en négociation, ce qui est finalement plutôt souhaitable pour toutes les parties, je pense, c'est qu'il va à la fois se battre sur les actifs, hors du trust, parce que je ne pense pas qu'elle acceptera de se départir des actifs dans le trust, et puis le fameux droit moral. Le droit moral, il faut bien comprendre ce que c'est. C'est un droit de regard sur l'œuvre, sur l'exploitation de l'œuvre post-mortem. Donc ça peut être tout ce qui peut se faire sur l'œuvre de Johnny, maintenant qu'il n'est plus là. Qui va décider quoi? Qui va avoir le final cut? Là, il va y avoir un vrai débat, à mon avis. Delphine Meillet, vous auriez fait la même chose? Vous auriez tendu la main, comme ça, dans cette position? Oui, bien sûr, bien sûr. Lorsqu'on initie des procédures judiciaires, c'est pas toujours pour aller au procès au fond. Enfin là, en l'espèce, il y a eu mesure conservatoire qui fige la situation telle qu'elle est. Mais il n'est pas nécessaire d'aller au fond, c'est-à-dire d'attendre une audience pour parler du fond. On peut tout à fait trouver des solutions entre avocats, et c'est ce qu'on leur souhaite. Donc c'est-à-dire une procédure judiciaire, c'est pour faire pression aussi? Alors ça peut être pour faire pression, bien sûr. Il n'est pas nécessaire de se retrouver devant un tribunal pour trouver des solutions. Et demander au juge de trancher entre avocats, on peut trouver des deals. Et vous avez raison, ils sont là en position de force, le jugement qui est rendu leur est favorable. Là-dessus, il y a eu un petit coin enfoncé par le tribunal qui quand même reconnaît qu'il y a un fait sur l'indication en faveur de la résidence française, enfin du côté résident français de Johnny. Ils sont en position de force. On sait que ça peut basculer, hein. C'est un long combat comme ça peut basculer. Donc c'est pas idiot de proposer là une ouverture. On va voir comment elle va être prise en face. Je voudrais vous faire écouter l'avocat de Laetitia Hallyday, qui était chez nos confrères de BFM ce week-end. Et alors il a fait une comparaison, vous allez me dire ce que vous en pensez, hein, puisqu'il a expliqué que cette affaire lui rappelait l'affaire Dreyfus, carrément. Alors écoutez et vous me donnez votre avis après. Je suis ravi que vous mentionniez la période chronologique, les premières semaines de l'affaire, jusqu'à ce que Laetitia prenne la parole, jusqu'à ce que les alliés de Laetitia prennent la parole. Cette affaire, aussi incroyable que ça le soit, me rappelle, même si ça n'a pas de rapport avec les principes, l'affaire Dreyfus, puisqu'on voit aujourd'hui la France divisée en deux. Uniquement de ce point de vue. L'affaire Dreyfus, vous y allez fort. Divisée en deux. Vous y allez fort. Croyez-moi, cette affaire-là entrera dans l'histoire. La France est divisée en deux. Ceux qui veulent respecter les dernières volontés de l'artiste, qui veulent continuer d'écouter la musique de l'artiste, et ceux qui soutiennent ces enfants au niveau d'un prétendu droit à l'héritage qui n'est pas reconnu en droit français comme relevant de l'ordre public international. Et puis je vous rappelle que d'autres pays dans le monde, l'Amérique, où des gens immensément riches, autrement plus aisés que l'artiste, donnent l'immense partie de leur fortune à des œuvres caritatives. Il n'y a qu'en France, d'ailleurs c'est quelque chose qui reste de l'ancien régime, c'était la volonté de la noblesse de garder l'argent de la famille. Eh bien moi, je ne suis pas du côté de la noblesse, je suis du côté du peuple. Voilà, maître Nicolas Robot, vous restez un peu sans voix face à ça quand même. Pour ne pas en pleurer. Enfin, la déontologie m'empêche d'en dire trop. Mais non, mais votre visage dit tout, de toute façon. Oui. Donc c'est bon. Il y a même pas besoin de Il y a parler. quelque chose qui décrédibilise presque le propos de dire c'est l'affaire Dreyfus, on est sur un point Goldwyn, limite un point Goldwyn. Enfin, vraiment, on fait un rapprochement et puis après de dire il n'y a que la France où on ne peut pas déshériter ses enfants, c'est quand même un drame. Oui, il y a plusieurs points. Alors Catherine Rambert, vous n'avez pas de la déontologie des avocats, donc vous pouvez y aller, vous êtes libre. Non, vous avez celle des journalistes. Voilà. Des affaires où la France a été divisée en deux, il n'y a qu'à se baisser pour en ramasser. Donc il n'y a pas que l'affaire Dreyfus, et je pense qu'il est un peu dans l'emphase. Là, c'est un petit peu ridicule. Et en ce sens-là, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, il s'est un petit peu décrédibilisé. Vous ne l'avez pas dit, mais je le dis pour vous. Voilà, comme ça c'est fait. Et puis après, quand il parle aux États-Unis, on déshérite ses enfants pour les œuvres caritatives. Mais où est l'œuvre caritative qui reçoit les fonds de l'artiste, là? Elle est où? C'est laquelle? Vous l'avez ou alors Laetitia est une œuvre caritative. C'est une information. Voilà. Peut-être. Delphine Meillet, là, on attend quand même le paroxysme, non? Avec cette comparaison avec l'affaire Dreyfus. Oui, elle est malheureuse. On peut dire les choses comme ça. Elle est malheureuse. Elle n'est pas du tout à propos. Néanmoins, lui s'emballe parce qu'il doit vivre les choses de manière tout à fait physique. Mais c'est le rôle d'un avocat à ce point-là?
Le rôle d'un avocat, c'est de défendre son client. Ouais. Et là, en allant sur le plateau de BFM, en tout cas, c'est ce qu'il cherche à En tout cas, faire. c'est un avocat très prévoyant, parce que dans le trust, je le dis, parce que ça m'amuse vraiment, vous savez, le trust est composé en plusieurs parties, et il y a une ligne budgétaire pour des frais d'avocat, donc pour ses frais à lui, donc je pense qu'il a anticipé tout ça, il dit quand même, des fois que tout soit bloqué, je vais me garder une ligne pour moi je serai payé. Delphine Meillier, les prochaines étapes, c'est quoi maintenant? Alors- À condition qu'il n'y ait pas de deal, en fait. Alors, les prochaines étapes, si ce n'est pas déjà en cours, c'est de saisir le juge au fond. C'est-à-dire de délivrer une assignation que les enfants, enfin, d'ailleurs de part et d'autre, qu'on délivre une assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour évoquer la question de la succession de Johnny ici en France, avec la question fondamentale, quel est le droit applicable? Est-ce qu'on applique le droit français? Est-ce qu'on applique le droit américain? Est-ce que le testament de Johnny de juillet 2014 est valable? Voilà, c'est ça le problème. C'est le problème de fond. C'est même la question principale. Est-ce que c'est le droit américain ou est-ce que c'est le droit français? C'est ça. Exactement. Et la question du dernier domicile commun et la question du fisc. Parce que on n'en parle pas. Mais une partie extrêmement importante dans cette affaire, c'est évidemment le fisc. Évidemment le fisc. Parce que si la succession a lieu ici, en France, eh bien le fisc sera extrêmement intéressé à ce qu'elle ait lieu ici. Et puis le remboursement des avances aux maisons de disques, enfin, quand on fait des maisons de disques, voilà, donc il faut voir ce qui va rester à la fin. Ouais. Maître Robot, pour vous, ça va être le droit américain ou le droit français? Si on compare par rapport à une jurisprudence dont on parle souvent, la jurisprudence Maurice Jarre, où Maurice Jarre, les héritiers Jarre, donc Jean-Michel Jarre, au bout de 10 ans de procédure, a été débouté de ses demandes parce qu'il avait été de la même manière déshérité par son père, qui avait appliqué pareillement la loi californienne à son testament. Ça a duré 10 ans. La Cour de cassation a reconnu la validité de la loi californienne. Mais pourquoi? Maurice Jarre vivait depuis 50 ans avant sa mort aux États-Unis. Et il travaillait pour les États-Unis. Aux États-Unis, qui connaît Johnny Hallyday, donc il travaillait le marché en France. Composé pour des films américains. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes circonstances de fait. Donc le lien étroit entre la France et Johnny Hallyday est évidemment on ne peut plus important qu'entre Johnny Hallyday et les États-Unis. Un dernier mot de Juste une chose, si jamais on allait au judiciaire, au fond, eh bien, cette affaire pourrait prendre 10 ans, 8 ans, 10 ans, avec des recours, une cour d'appel, cour de cassation, maintenant puis que c'est retour gelé, il faut se mettre d'appel. d'accord. Il vaut mieux se mettre le prochain d'accord. rendez-vous maintenant, si jamais, sauf rebondissement, accord, que l'on a plus, que l'on apprend tous les jours, sinon le prochain rendez-vous sera dans un an et demi, c'est-à-dire que le temps que le jugement au fond se fasse. Puis il y a autre chose, c'est qu'à un moment donné, il va falloir dire à des juges américains, votre trust n'est pas valide. Donc ça en rajoute un petit peu d'aller aux États-Unis, dire à des juges californiens, bien sûr, puisque tant qu'on n'a pas fait exécuter une décision, et on sait quel poids peuvent avoir des décisions françaises face à des juges américains qui vont dire mais vous êtes bien gentil, mais votre décision de référé ou votre décision française, moi elle ne m'intéresse pas. Saisissez-moi de la non-validité du trust qui pour moi a une apparence parfaitement valide. Laissez-nous notre Johnny à nous et gardez votre trust à vous. Exactement. Merci beaucoup Catherine Rambert, journaliste, d'avoir été avec nous. Merci Maître Nicolas Robot. On aura l'occasion de se revoir, je pense, parce qu'on n'a pas fini avec cette affaire. Avocat et Maître Delphine Meillier, avocate également.